Ce soir, dans Retour aux sources, nous revenons sur le parcours à la fois dérangeant et fascinant de Lance Armstrong avec nos deux invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Bruvier, vous êtes un collègue, vous êtes journaliste sportif à la RTBF, vous couvrez le Tour de France depuis 1998, année de l'affaire Festina. Vous avez vécu 21 Tours de France, vous avez bien sûr assisté au sacre de Lance Armstrong et puis à sa déchéance et aux conséquences ou pas dans le monde du cyclisme. On va en parler ce soir. À vos côtés, Gilles Goudgebur, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes rédacteur en chef de Sport et Vie et de Zatopek. Vous êtes sportif, passionné de sport et de tout ce qui l'entoure. Vous êtes l'auteur du livre Dopage, sorti en 2014. On va bien sûr revenir sur certains moments de ce film, mais d'abord on va se plonger dans vos souvenirs. Quels souvenirs gardez-vous? Je ne sais pas, Gilles Goudgebur, en tant que téléspectateur à l'époque des premiers exploits de Lance Armstrong. Un souvenir très précis, mais qui n'est pas lié au dopage. C'est dans le Tour 2004, je crois. Il sort de la route, c'est un moment extraordinaire. Il traverse une prairie, on ne sait pas comment il fait, mais il tient debout sur son vélo et il reprend la route après un lacet. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tous ceux qui font du vélo n'en reviennent toujours pas. Comment est-ce qu'il a fait pour tenir? Vous étiez émerveillé à l'époque? Mais émerveillé par cette prouesse, oui. Par le personnage, non. Je l'ai haï, comme on peut détester tout ce qu'il représentait à l'époque où il était adulé. Et puis maintenant qu'il est détesté unanimement, j'ai assez bien de sympathie pour le personnage. Vous avez de la compassion. On va parler des sentiments un peu contradictoires qu'il nous inspire. On avait envie d'y croire, c'est ça un peu le sentiment, Laurent, j'ai l'impression, au sortir de ce film, on ne voulait pas penser qu'une telle tricherie était possible. Il y avait une telle belle histoire au départ, l'histoire d'un homme qui avait vaincu le cancer, qui remontait sur un vélo. On avait tellement envie d'y croire. La volonté est importante dans cette histoire. Au début, c'est ça. Au début, on se dit c'est fantastique ce qui arrive. Un gars qui a eu le cancer, un sportif qui a quand même réussi des choses avant. Il a déjà été champion du monde, il a déjà gagné, il a gagné la Flèche Wallonne, il a été 2 fois deuxième de Liège, il a déjà gagné des courses importantes. Et puis on se dit, allez, il arrive, il fait ça, il était 4e de la Vuelta l'année précédente, donc on se dit pourquoi pas. Mais la domination est tellement forte qu'à un moment, on est gêné. Les journalistes le disent dans le film qu'on a vu. Oui, on est gêné. Ça a été votre cas aussi ? Au début, on se dit ouais, c'est pas mal, mais moi j'ai une image en tête, c'est quand il revient sur Virenque dans le contre-la-montre de Mest à mi-parcours avant de partir vers le Grand Bornand en 99, et là on se dit mais comment c'est possible? Là ça devient surréaliste. Donc là on commence à douter, ou on se dit mais non, c'est étrange, ou alors Virenque n'est pas en forme, on cherche des explications rationnelles au départ. Donc des doutes quand même dès son premier Tour de France remporté. Des interrogations, plutôt que des doutes, des interrogations, parce qu'à ce moment-là, on sort de l'affaire Festina, on est toujours marqué. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas quand même, est-ce que l'innocence n'est pas justement derrière soi et qu'on ne se dit pas... On arrive là-bas et on nous martèle, les organisateurs nous martèlent, c'est le Tour de France du renouveau, ça va être le Tour de France propre, et ça on va l'entendre pendant quelques années. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est journaliste sportif, cyclisme, et qu'on a des doutes par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? On parle au conditionnel, on n'a pas de preuve de toute façon, donc comment on réagit? On n'a aucune preuve et on voit déjà, on l'a vu dans le film, mais déjà à ce moment-là, celui qui ose se mettre un peu sur la route d'Armstrong, il va être écrasé par le bulldozer. Mais donc est-ce que vous-même, en tant que journaliste, en tant que RTBF, vous sentiez une forme de pression de sa part? Il vous impressionnait d'une certaine façon? Non. Impressionné, non, mais par contre, tout ce qui est mis en place autour de lui, un garde du corps, c'est le premier qui va à la feuille de signature avec un garde du corps. Il reste dans les véhicules jusqu'au dernier moment, alors que les autres viennent encore à l'époque au village départ. On a un contact de proximité avec les coureurs. Avec Armstrong et avec l'encadrement US Postal, ça disparaît. Et ça va être adopté par tous les autres ensuite, dans la foulée. Evans prendra aussi un garde du corps, Froome a aussi un mécanicien ou donc quelqu'un. Ils sont inaccessibles. Ils veulent se protéger, oui. Mais à partir du moment où les éléments s'accumulent, est-ce que vous, quand je dis vous, pas vous Laurent Bruvier, mais la RTBF, la rédaction sportive, est-ce que après coup, avec le recul, vous vous dites on aurait dû réagir plus tôt? Est-ce que vous avez des regrets? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enquêter, aller faire les poubelles des hôtels, on est mal pris. On doit croire au spectacle et en même temps, on doit dire aux téléspectateurs attention, voilà des clés de compréhension parce que le spectacle, il n'est peut-être pas tout à fait celui qu'on vous vend. Et vous vous rappelez avoir envoyé ces clés plus ou moins... Moi, je ne commentais pas, donc... Non, mais dans les questions que vous posiez. Armstrong, il était...
on ne pouvait quasiment pas l'approcher. Le système du Tour à l'époque n'était pas aussi bien organisé que maintenant, où Froome est obligé après de passer en mix zone, et donc on peut lui poser des questions dérangeantes. Avec Armstrong, il fallait pour le voir aller sur des plus petites courses, et pas le voir sur le Tour, mais aller comme on l'a vu autour de Luxembourg, ou des courses de moins grande envergure, où là, il y avait moins de système de sécurité, on pouvait plus l'approcher. Parce que c'est vrai qu'on reproche parfois aux journalistes sportifs, pas que dans le milieu du cyclisme, mais dans le milieu du foot aussi, de ne faire que de parler de sport, de ne pas s'intéresser à ce qui se passe aux alentours. Mais quelle est votre solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il ne faut plus être journaliste sportif. Mais alors on va dire, mais c'est un aveu des journalistes sportifs. Non, mais alors il faut plus aller couvrir l'événement comme un journaliste sportif en voulant couvrir le factuel. Il faut dire, ok, je vais faire de l'investigation. Ça peut être un journaliste sportif d'investigation, et à ce moment-là, on va aller creuser. Mais si vous commencez à creuser, ce sont deux choses différentes. Oui, pour moi, ce sont deux choses différentes. On va revenir sur le film, Gilles Goulieu-Bure. J'ai le sentiment, finalement, que dans ce film, le dopage passe un peu en second plan. Tant la personnalité de Lance Armstrong est impressionnante et fascinante, en bien ou en mal, à l'image de cette autorité naturelle. Oui, c'est exactement ce que je me disais aussi. C'est qu'on fait abstraction de choses qui sont très importantes. Bon, je sais qu'en une heure, on ne peut pas tout raconter d'un personnage, mais il y a des éléments constitutifs de Lance Armstrong, au-delà desquels on ne peut pas aller si on veut comprendre ce personnage. Notamment, c'est son enfance. Est-ce qu'on peut le comprendre, d'abord ? Mais oui, par le biais de cette enfance. Et on n'en parle pas dans le film. Pas du tout. Il n'y a pas un mot sur... Et dans le film The Program qui lui était consacré, donc là qui est scénarisé, c'est la même chose. On ne parle pas de son enfance, alors qu'elle est déterminante. Donc Armstrong est issu d'un milieu très pauvre, hein, ce qu'on appelle les white trash aux États-Unis. Donc white parce qu'ils sont blancs, trash parce que c'est tellement pauvre que on fait une référence à la poubelle, donc white trash. Et sa mère a 17 ans, son père aussi. Son grand-père revient du Vietnam et n'a pas dessoulé depuis lors. Enfin, un milieu très pauvre. Ils vivent dans une roulotte, ils se séparent, ils se remettent en couple. Le beau-père, Terry Armstrong, parce que c'est le nom de son beau-père. Hein. Son vrai nom, c'est Gunderson. On aurait dû l'appeler Lance Gunderson. D'ailleurs, le prénom Lance, c'est amusant aussi. Il a été donné en hommage à la vedette des Dallas Cowboys de l'époque. Tout ça pour décrire un petit peu le monde dans lequel on évolue. Et son beau-père le prend en grippe et réciproquement, le bat. Et donc tout ça fait grandir ce petit garçon dans un monde très malheureux. Lui-même ne doit rien à la vie. Il n'est pas généreux avec les autres, mais les autres n'ont pas été généreux avec lui non plus. Et tout ça a été déterminé dans l'enfance. Et je pense que pour comprendre ce personnage qui se complaît dans ce rôle de méchant tout au long de sa carrière, on doit partir de là, c'est qu'il a évolué en opposition avec le reste du monde et avec sa mère toujours à côté de lui, qu'il a couvé un petit peu pour se racheter de tout ce que son beau-père lui avait fait subir. Ça l'excuse un peu, Laurent Bruvier ? Je suis d'accord avec Gilles pour rappeler l'enfance. Après, est-ce que ça l'excuse ? Je pense que c'est plus un débat de psychologue ou de sociologue. Mais ça explique sans doute sa rage, sa détermination. Oui, je pense que ça explique sa volonté à réussir. Et tout jeune, parce que dans sa bio, dans le livre que lui a publié sur sa vie, tout ça, il en parle. Et là, il explique sa détermination pour aller gagner ses premières courses, pour avoir des premiers chèques. C'était ça, pour devenir professionnel. Parce qu'il voit, au début, il veut faire du triathlon, il ne veut pas faire du vélo. Hein. Donc, il veut gagner de l'argent ? Il veut gagner un peu d'argent, c'est comme ça. Il fait des petites courses pour gagner un peu d'argent. Il n'imagine pas à ce moment-là gagner le Tour de France 7 fois. Oui, 7 fois. Je me perds dans ce qu'on lui a retiré, mais 7 fois et devenir la plus grande vedette du plus grand pays du monde. Parce qu'à un moment, c'est ce qu'il est devenu. L'autre question, c'est évidemment, est-il l'instigateur de tout ce système ou est-il un des maillons qui en a largement profité ? Voilà, ça c'est une critique vraiment qu'on peut faire au documentaire, c'est qu'on le présente comme celui qui a introduit l'EPO dans le peloton. À un moment, on dit donc que tous les produits dopants qu'il prend, corticoïdes, hormones de croissance, stéroïdes, et EPO, ce produit qui permet de se surpasser. On est en 99, l'EPO a été synthétisé par Génie Génétique en 86 et on l'utilise dans les pelotons depuis le début des années 90, c'est pas à la fin des années 80. Donc, mais c'est 10 ans auparavant. En matière de dopage, il a poussé les choses très loin, il a été très organisé, il a fait un tas de concessions, notamment sur son poids, auxquelles d'autres n'auraient pas résisté. Mais c'est pas lui qui a inventé le dopage. Mais c'est certainement pas lui qui a inventé le dopage. Et pour vous, qui est le premier responsable ? Le coureur, le système qui l'entoure, les personnes qui couvrent, qui ferment les yeux ? Qui veut répondre ? Armstrong, il est quand même, on va pas défendre l'indéfendable, il est quand même parmi, c'est lui
c'est lui le responsable, le premier responsable, mais Brunel n'est pas loin non plus dans le système. Ferrari, qui pense à tout ça, n'est pas loin non plus. Et puis tous les autres autour. On parle de Jim Okowitz à un moment qui fait pression parce qu'il place l'argent de Hein Verbruggen, le président de l'UCI. Hein Verbruggen qui le couvre un peu, qui est normalement l'autorité qui doit sanctionner, qui ne le fait pas. Donc il y a beaucoup de responsables. Mais le responsable, on a quand même l'impression aussi que c'est tous coupables, tous dopés et tous pourris. Sur ce passage-là, je ne sais pas pourquoi ils sont passés à côté de l'information la plus importante, c'est que l'argent de Hein Verbruggen, donc, que gère Okowitz, est investi dans une société pharmaceutique qui s'appelle Amgen, qui est le premier producteur mondial de PO et qui est toujours sponsor du Tour de Californie, Amgen Tour. Donc on est arrivé là à un degré de cynisme, mais je crois que ça n'est égalé par aucun autre sport où on a le président de la fédération qui se met en cheville avec le principal athlète dopé, l'organisateur d'un tour de cyclisme qui est en même temps qui commercialise le PO. Enfin là vraiment on a la boucle parfaite de la perversion dans le sport. Les bonnes personnes entre guillemets se sont rencontrées à la bonne époque. Mais là c'est terrible pour Hein Verbruggen, c'est terrible parce que quand il a pris ses fonctions, donc Hein Verbruggen c'est le président de l'UCI, quand il a pris ses fonctions, mais beaucoup lui accordaient du crédit et d'ailleurs il a été à l'initiative d'un tas de choses comme le World Tour et il a dans les premières années semble-t-il il a plutôt œuvré de façon efficace. Mais ça montre la perversion du pouvoir. Et donc, effectivement, ils sont arrivés à un moment, un système qu'on pourrait dire mafieux. Alors, on pointe toujours le dopage dans le cyclisme. Alors, c'est la question qu'on pose toujours. Est-ce que le cyclisme est le bouc émissaire de tous les autres sports? Est-ce que, finalement, c'est le sport le plus contrôlé? Ou est-ce qu'il y a un réel problème dans le cyclisme, Laurent Brugier? La vérité est partout. Je pense que c'est un des sports les plus contrôlés. Aujourd'hui, les chiffres montrent que c'est plus dans le cyclisme qu'on a le plus grand nombre d'athlètes dopés. C'est dans quel sport? Il y a beaucoup en haltérophilie, le biathlon est pas mal. En athlétisme, il y en a aussi. Ce classement-là, en fait, il est pernicieux parce que le fait d'avoir très peu de dopés peut être l'indice qu'il y a très peu de dopage ou peut être l'indice qu'ils se sont très très bien débrouillés pour ne pas être pincés par la patrouille. Donc c'est très difficile de se... Mais c'est plus tabou dans certains sports que dans d'autres. En foot, en tennis, on sait que de grandes stars se sont fait prendre. On n'en parle pas vraiment. En tennis, je pense que la fédération est... D'abord, il y a l'ATP et la WTA qui est gérée par les joueurs, et puis il y a l'ITF, la Fédération internationale. Donc déjà, et eux sont en opposition. Sur les tournois du Grand Chelem, les contrôles sont faits par l'ITF, sur les autres tournois sont confiés voilà, c'est un petit peu technique, mais au final... Oui, par la fédération. Oui. Et je pense qu'en tennis, quand on a quelqu'un qui est contrôlé, on lui fait remarquer qu'il est contrôlé positif une fois, on le prévient et on lui demande de se calmer pour ne pas faire de vagues. Faire des vagues, ça fait fuir les sponsors. Quand Sharapova a été contrôlée positive en 2016, je pense, janvier 2016, elle perd tous ses sponsors. Il y en a plein qui se retirent, ils ne veulent pas être associés à cette image-là. Donc en tennis, ils ont compris qu'il ne fallait pas faire de bruit et il valait mieux demander à son athlète de faire un pas de côté pendant une durée déterminée. Voilà, parce qu'il y a différentes choses. On perd les sponsors, on ne perd pas forcément le public. D'ailleurs, le Tour de France, le public est toujours là, et même pour certaines stars qui ont été convaincues de dopage. Donc, elle perd ses sponsors. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais pas forcément le public. Le public, lui, on a l'impression qu'il pardonne assez rapidement. Ce qui compte beaucoup, en tout cas sur le Tour de France, Laurent, c'est sans doute ton expérience, c'est si on a un représentant national au plus haut niveau au sein de l'élite. Alors là, il y a du monde sur les routes, donc il y a une fibre patriote qui s'éveille. Et on pardonne ? Et alors, à partir de là, on se passionne et la passion et la raison ne vont pas bien ensemble, ce qui explique pourquoi il y a quand même des oscillations assez grandes dans le nombre de spectateurs et de téléspectateurs. Parce que forcément, beaucoup de sommes d'argent en jeu, on l'a bien compris aussi dans ce film. La lutte antidopage a un côté qui peut apparaître parfois aussi un peu opportuniste, de dire on va travailler sur l'image, sur le marketing, on va essayer de colmater les brèches, mais essayer de montrer pour garder cet argent. Mais c'est contre-productif en fait, parce que c'est la troisième critique que j'adresserai au documentaire. Oui. C'est que en réalité, ces 7 tours là que remporte Lance Armstrong, c'est parmi les tours les plus ennuyeux de l'histoire. Il y a certes ceux de Indurain qui ne sont pas très folichons non plus, mais sinon pour le reste, après la première semaine, on savait qui avait gagné. Et donc finalement, cet déséquilibre induit par un dopage tellement bien maîtrisé au sein d'une équipe et moins bien dans le cadre des autres équipes, ce qui ne les exempte pas du tout de tout reproche. Hein. Mais
a produit des tours très peu intéressants. Dans le documentaire, on a l'impression que grâce à Armstrong, la planète entière s'est passionnée par le cyclisme. En tout cas, les amoureux de cyclistes, eux, étaient frustrés plus qu'autre chose. Le choc, pour vous, Laurent Bruvier, est-ce qu'il y a eu choc d'abord? C'est l'affaire Festina ou c'est l'affaire Armstrong où il n'y a pas vraiment eu de choc? Le choc, c'est l'affaire Festina. C'est l'affaire Festina d'un point de vue personnel. Je débarque sur le tour, mon premier tour, j'arrive en Irlande, je croise mon excellent collègue Hugo Korowitz dans l'ascenseur qui me dit, on vient d'arriver, hein, qui me dit, tu as vu? Non, vous, tu as été arrêté à la frontière avec de l'EPO. Donc je tombe des nues, voilà. J'arrive là, je n'imagine pas du tout un instant qu'on va avoir un scandale comme il y a là. Hein. Et vous n'avez pas envie de changer de métier à ce moment-là? C'est une histoire que je raconte quand on me pose des questions sur le Tour 98. Je dis, j'ai passé sur la première semaine de Tour plus de nuits devant l'hôtel de police qu'à mon hôtel. Donc, mais voilà, là encore, du feu. Que peut-on faire quand on parlait de la question tout à l'heure? Que peut-on faire? On est devant l'hôtel de police, on ne peut pas rentrer, on ne sait pas écouter. Quand on pose des questions aux coureurs, Pierre Marley, qui était là aussi sur ce tour-là, demande à Christophe Moreau est-ce qu'il y a du dopage chez Festina? Et Christophe Moreau le regarde droit dans les yeux et lui dit c'est une question à même pas poser. Et puis il s'en va. Voilà, ce qui est, on est à Dublin. Même pas forcément une réponse. Mais ce regard droit dans les yeux, là, alors forcément, on a un maître en la matière avec Lance Armstrong. C'est aplomb, c'est ça qu'on parlait de fascination tout à l'heure. Il y a ce déni, justement, total de la part des cyclistes. Ce n'est vraiment que quand ils sont dos au mur qu'ils admettent, et encore, et finalement, on a l'impression que la culpabilité vient parce qu'ils se sont fait prendre, et pas forcément parce qu'ils ont commis ce dopage, parce qu'ils ont pris des choses. Bien sûr, mais ça c'est un profil qu'on va retrouver aussi chez les hommes politiques, chez les grands patrons, chez les grands psychopathes. Ça? Mais c'est un contrôle de soi tel qu'on ne montre plus aucune empathie, on est seulement dans son personnage, et les très bons menteurs ont ceci de particulier, c'est qu'au moment où ils mentent, ils ont l'impression de dire la vérité. Parce que nous on se dit finalement, est-ce qu'une victoire se savoure si on sait qu'on a triché? Mais apparemment, il Mais c'est une victoire sur le système. On a truandé le système. C'est de là qu'on tire sa fierté. Donc en fait, on a presque autant de fierté d'avoir triché sans être pris que d'avoir remporté la victoire. C'est difficile à s'imaginer quand on est téléspectateur ou sur le bord des routes. Mais là, c'est vraiment un système. C'est un système économique qui génère pas mal d'argent. Et c'est celui qui part avec les millions au bout du compte qui a gagné. Ça a failli être lui. Et on a l'impression que ce qui nous dérange, mais alors là je vous donne mon impression pas du tout spécialiste évidemment, c'est aussi les actes en eux-mêmes, les actes de dopage qui sont des injections, des piqûres, des poches de sang. Ouais. On a l'impression que c'est vraiment ça qui nous rebute le plus. C'est un monde de toxicomanes, hein, très clairement. On se cache, on ment à tout le monde, on ça a l'air triche. de faire mal, en plus, ça a l'air d'être de la souffrance physique. Tous regrettent le dopage parce que ça coûte très cher, premièrement. C'est dangereux, deuxièmement, et ça fait mal. Enfin, ça fait un peu moins mal quand on est à vélo parce que l'effort est un petit peu facilité par le dopage, mais comme tout le monde se dope, ça va tellement vite que ça fait mal quand même. Donc tous les sportifs de la Terre préféraient un monde sans dopage. Mais comme on est persuadé que l'autre triche, chacun s'y met. C'est ce qu'il dit très bien. Et alors c'est amusant parce que dans le documentaire, il dit à partir de 1995, si c'était à faire, je le referais. Ce qui veut dire qu'il met la date butoir après son titre de champion du monde de 93. Ce qui veut dire que dans son esprit, jusqu'en 95, il était un coureur respectable. Il y a un peu plus d'un an, Philippe Brunel a sorti un livre, Laurent Bruvier, Rouler plus vite que la mort, où il émet la possibilité qu'il y ait eu déjà, chez Lance Armstrong aussi, cette triche au moteur caché dont on parle beaucoup aujourd'hui. Quel est votre... Évidemment, sans preuve irréfutable, mais beaucoup d'éléments qui étayent ce livre, qui est une véritable enquête. Quel est votre sentiment à vous ? Ouais. Moi, j'ai lu le livre de Philippe et je trouve que, franchement, il est très bien écrit. Et c'est vrai qu'il laisse à chacun la possibilité de se forger sa propre opinion, mais c'est quand même troublant. Lui, il dit « je ne veux pas accuser, je n'accuserai jamais Armstrong parce que simplement, il ne veut pas avoir un procès et qu'il ne peut pas l'accuser. » Mais il dit « voilà, moi, je livre deux histoires qui se sont passées à la même époque et simplement, en juxtaposant les faits, on peut se poser des questions. » Beaucoup de coïncidences, beaucoup trop de coïncidences. Énormément de coïncidences, mais il le souligne. Il parle de la présence à un moment de Brunel qui va tourner avec Lance Armstrong, qui vont tourner une publicité en Hongrie, je pense. Alors il dit pourquoi aller en Hongrie ? Parce que Vargas est justement en Hongrie. Donc Vargas qui est l'ingénieur, l'ancien cycliste ingénieur qui a décidé un jour
pour lutter contre le dopage, parce qu'il avait été battu par des jeunes cyclistes italiens qui se dopaient, il a dit, eh bien, je vais les prendre à leur propre jeu, moi je vais trouver un autre dopage qui sera le dopage mécanique. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu contradictoire, c'est que s'il avait ce moteur, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de tout cet arsenal de dopage ? A priori, si on bénéficie de 150 watts de plus, on n'a pas tellement besoin de se doper avec ce niveau de sophistication. Les deux ensemble, alors ça c'est carrément alors il aurait terminé le tour 1 heure avant les autres, c'était quand même pas le cas. Donc, est-ce qu'il n'a pas peur que les autres soient aussi en se disant... parce que quand Rhys chez T-Mobile débarque chez T-Mobile en 96, il dit j'arrive et je sais comment battre Indurain, c'est ça, donc je sais comment. Et après, Rhys qui avait le surnom de Monsieur 60%, parce que c'était son taux d'hématocrite, amène le PO chez T-Mobile, et puis il y a la victoire d'Ulrich derrière, et puis les Festina qui ont aussi de l'EPO, donc il doit se dire il y a ça, mais il me faut encore quelque chose en plus. Moi, c'est ça que je me dis dans sa réflexion, s'il prend le moteur, c'est de se dire... Moi, j'y crois pas personnellement, mais peut-être je suis trop naïf. Mais il y a eu plein de moteurs dans le vélo. Je crois vraiment que Cancellara avait un moteur quand il a gagné Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Mais pour Armstrong, j'ai du mal. Mais c'est la vitesse de pédalage qui fait qu'on laisse supposer qu'il n'était pas humain. Vaillé en parle, il dit... Il y a des watts qui se perdent, c'est ça. Il y a des watts qui ne s'expliquent pas. Ça, c'est Le Monde qui dit, quand on a beau tout calculer, il y a quand même 30 watts qui ont disparu dans la nature. Laurent Bruvier, vous êtes rassuré sur le cyclisme d'aujourd'hui ? Je suis rassuré, oui, mais je pense que, Gilles l'a dit, c'est partout pareil. On peut prendre le monde politique, on peut prendre, peut-être pas les artistes, mais un peu partout, c'est comme ça, c'est l'attrait du gain. Donc, alors on ne doit plus croire en rien. Donc, oui, moi je suis rassuré. Je suis optimiste en tout cas par rapport au cyclisme aujourd'hui. Quand je vois des jeunes, quand je vois un gars comme Wellens qui dit je préfère quitter le Tour de France que de prendre un produit qui va me permettre de lutter contre mes problèmes d'asthme, je trouve, chapeau bas à Tim Wellens. Pour terminer, en revenant sur la personnalité qui était au centre de l'émission d'aujourd'hui, le fait que Lance Armstrong ait été invité comme invité d'honneur au Tour des Flandres en 2018, finalement il l'a décliné, ça vous inspire quoi, Gilles Goudgebur ? Personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça, dans la mesure où je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie dans la situation actuelle d'un type à qui on a retiré ses records. Il faut savoir que c'est des études qu'avait fait le docteur Jean-Pierre de Mondenard, qui avait repris la liste de tous les vainqueurs du Tour de France après-guerre. Il y en a 2 pour lesquels il existe un doute, ça veut dire qu'ils n'ont pas été concernés par une affaire de dopage. C'est Greg LeMond et c'est Lucien Van Impe. Tous les autres, à un moment ou à un autre, ont été soit victimes d'un contrôle positif, soit ne se sont pas présentés à un contrôle, c'est le cas de Hinault. Et donc, il y a des casseroles pratiquement de la part de tout le monde. Et pas que sur le Tour. Non, c'était une étude sur les vainqueurs du Tour. Sur toute leur carrière. Sur toute leur carrière, oui, bien sûr. Oui. Mais donc, je pense que pour la même raison, on pourrait sanctionner Indurain et tous ceux qui précèdent. Donc je pense qu'il aurait été mieux dans les palmarès de mettre Lance Armstrong, un petit astérisque, condamné pour dopage en 2013. Mais de lui retirer les titres, à mon avis, ça n'avait pas beaucoup de sens. Laurent ? Par rapport à tous les vainqueurs de Tour, il y a dopage et dopage. Ici, on arrive dans un système... quand même qui est... Un cas très extrême, j'espère. Oui, tout ce qui était tout ce qui était dopage hormonal et poche sanguine et tout ça, ça devenait... On atteint des sommets, là. Donc, après, les autres... il y en a qui ont, au début, quand ils prenaient Jacques Anquetil prenait des amphétamines. Mais les poches de sang, c'est vieux aussi, non ? En fait, ils se sont dopés de façon... Évidemment, à chaque époque, évidemment, ses pratiques et ses préférences et ses possibilités. Mais l'opinion qu'on peut avoir aujourd'hui de Lance Armstrong, on a l'impression qu'il est tout doucement par certains réhabilité. Alors, je ne l'ai pas haï dès le départ comme Gilles, mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, allez, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de preuves, mais on sait, il y a quelque part où il se fout de nous. Donc à un moment, sur la fin du Tour, Armstrong, s'il était tombé en 2004 à Gap, là, ou en 2003, s'il avait été tout droit, qu'on avait eu un autre vainqueur, ça ne m'aurait pas dérangé. Maintenant, le voir au départ du Tour des Flandres, je ne trouve pas que ce soit sa place, mais par contre, je trouve que le rayer des palmarès et laisser d'autres coureurs parce qu'ils sont plus populaires, on parlait tout à l'heure, est-ce que le cyclisme est toujours populaire ? Virenque est une star en France, sur les routes du Tour, il reste une star. Il a été au centre de l'affaire Festina. Donc, il est une star à l'insu de son plein gré. Oui, alors il fallait en virer beaucoup des palmarès.
Merci Laurent Bruvier, merci Gilles Goudgebur d'être venu sur le plateau de Retour aux sources. On se retrouve très vite pour une nouvelle soirée Histoire. D'ici là, n'oubliez pas votre rendez-vous de l'Histoire en radio. Tous les jours sur la première dans l'émission de Laurent Dehaussé, Un jour dans l'Histoire. Excellente fin de soirée, merci à toute l'équipe de Retour aux sources. À bientôt.